L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Votre invitée ce matin, Pierre-Hugues, est Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique français. Bonjour Marie-Amélie Le Fur. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. C'est dans moins de 100 jours, 549 épreuves dans 22 sports. Alors que les billets pour les Jeux Olympiques sont partis en un temps record, il reste encore 2/3 des billets à vendre pour les Jeux Paralympiques. Est-ce que cela vous inquiète ? Non, pas d'inquiétude à date. En fait, c'est les flux habituels de vente des Jeux Paralympiques. On sait très bien que la connaissance des pays hôtes des Jeux Paralympiques est souvent bien inférieure à celle des Jeux Olympiques. Donc, on a souvent des flux de vente qui sont plus proches de l'ouverture des Jeux Olympiques. Et on peut comparer cette dynamique à celle qui avait lieu par exemple à Londres ? Tout à fait. La dynamique de Londres, la dynamique de Rio répondait aussi à ces codes-là. Donc, à date, pas d'inquiétude. Mais en tout cas, on se met vraiment tous en ordre de marche pour utiliser ces 100 derniers jours pour vraiment créer le lien entre les Français et les Jeux Paralympiques et les embarquer dans cette fête que vont être les Jeux Paralympiques. Les dates de ces Jeux Paralympiques, c'est en gros la dernière semaine d'août et la première semaine de septembre. Ça correspond à peu près à la rentrée scolaire. Est-ce que l'objectif, c'est aussi de faire venir des publics scolaires ? Oui, il y avait vraiment un enjeu en fait porté dès le comité de candidature de faire en sorte que ces Jeux paralympiques y portent un enjeu éducatif. Et le fait comme ça d'être à cheval sur la rentrée scolaire permettait d'avoir la diversité des publics et notamment de permettre à nos jeunes élèves qui auront repris l'école à ce moment-là d'avoir la possibilité de venir sur le temps scolaire aux Jeux paralympiques. Et c'est en ce sens qu'a été aussi créée la billetterie d'État à destination des publics scolaires. Parce qu'est-ce qu'on observe une différence entre le public des Jeux Olympiques et le public des Jeux Paralympiques ? Public plus familial, plus local. Quand bien même cette année, effectivement, la billetterie des Jeux Olympiques s'est beaucoup vendue de façon domestique, c'est-à-dire en France. Il y a beaucoup de Français qui vont venir aux Jeux Olympiques. Il y a beaucoup de Français. D'habitude, on est plus sur quelque chose d'international. Et la billetterie paralympique, en fait, elle est beaucoup plus locale. Et on y vient vraiment en famille. Parce que l'enjeu, c'est de vivre un moment festif, c'est de découvrir le sport d'une nouvelle façon, avec des protagonistes qui sont en situation de handicap. Et c'est vraiment quelque chose qui concourt déjà à ressentir énormément d'émotions parce que les Jeux Paralympiques, c'est un moment absolument magique. Mais il y a aussi une capacité au travers des Jeux Paralympiques de changer son regard sur le sport et sur le handicap. Pourquoi dites-vous qu'on ressent beaucoup d'émotions ? Vous pensez qu'on ressent encore plus d'émotions que pour des Jeux Olympiques ? En tout cas, c'est ce que beaucoup de gens nous témoignent, de dire voilà, je suis venue là parce que j'ai été invitée un peu par hasard et ce que j'ai ressenti a été extraordinaire parce que en fait, les gens, je pense, ont une appréhension quand ils viennent aux Jeux Paralympiques, c'est de voir du handicap. Et très rapidement, en fait, quand on est assis comme ça dans l'enceinte sportive, déjà, on est porté par le public, on est porté par la ferveur des Jeux, parce que la ferveur des Jeux, elle est magique, qu'elle soit olympique ou paralympique. Et là, en fait, très vite, on va oublier la situation de handicap et on va vivre un spectacle sportif qui est extraordinaire parce qu'il est nouveau, parce que, les protagonistes, effectivement, ils ont quelque chose de différent et c'est quelque chose qui nous embarque. Et en tout cas, le public ressort généralement conquis de cette nouvelle expérience. Vous-même, Marie-Amélie Le Fur, vous êtes double championne paralympique à Rio en 2016 en athlétisme. Pour les athlètes aussi, beaucoup d'émotions. Énormément d'émotions. Les Jeux Paralympiques, c'est le plus beau moment d'une carrière parasportive. Je pense qu'on rêve tous d'avoir cette médaille. Mais quand il y a le supplément d'âme du public qui vous encourage, qui vous porte, qui vous célèbre, ça peut aussi faire la différence pour nos athlètes français. Et parmi les freins au public nombreux aujourd'hui, il y a la compréhension du parasport, notamment des différentes catégories, des seuils des Jeux Paralympiques. Est-ce que cela nuit au parasport ? Comment est-ce calibré ? Alors, déjà, il faut comprendre pourquoi on met en place une classification. C'est tout simplement pour faire en sorte que quand vous êtes sur une ligne de départ, sur un plot de départ d'une épreuve paralympique, votre handicap ne soit pas discriminant dans votre capacité à gagner une médaille. Donc, on fait comme ça différentes catégories de handicap qui appartiennent au sport. Les joueurs seraient tous à égalité. Tout le monde, tous les athlètes doivent être à égalité. En fait, on va mesurer l'impact du handicap sur le schéma moteur de la performance sportive. Et en fonction de ça, vous allez être classé dans telle ou telle catégorie. Qui classe ? Ce sont des classificateurs. En fait, il y a un code de classification qui est réalisé par le Comité paralympique international. Derrière, chaque fédération va créer ses catégories au sein de ces sports et de ces différentes disciplines. Et derrière, quand vous êtes à tête, en fait, vous allez passer parfois une fois, parfois plusieurs fois dans votre carrière sportive devant un panel de classificateurs qui vont déterminer dans quelle classe vous allez jouer en faisant un examen clinique de votre handicap et donc de son impact sur la discipline. Donc c'est un moment qui peut être stressant
pour certains athlètes parce que vous pouvez être un peu entre deux classes et le fait de participer dans une classe ou une autre va avoir un impact notable sur votre performance. C'est déjà fait, ça, par exemple, pour les Jeux de cet été ? Les classifications sont faites ? Oui, en fait maintenant le comité paralympique part du principe qu'on ne peut pas classifier un athlète aux Jeux parce que c'est trop... le fait de changer de catégorie au moment des Jeux pourrait être trop compliqué pour l'athlète, pour la concurrence. Donc, tous les process de classification ont lieu en amont des Jeux et ça permet vraiment de trouver cette équité, cette égalité derrière les Jeux. Après, moi, ce que je dirais aux Français, c'est que vous n'avez pas besoin d'être puriste de la classification. Pour être honnête, moi, j'ai besoin des fois de relire un peu la classification des différents sports parce que il y a des subtilités, mais vous pouvez totalement apprécier le spectacle sportif si vous n'êtes pas puriste de la classification. Et il existe aussi des petits modules très simples de quelques minutes, des vidéos qui vous permettent d'appréhender les grandes lignes de la classification et donc de profiter pleinement du spectacle sportif. Et je vais peut-être vous poser une question très bête, mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout le paralympisme, pourquoi le handicap mental n'est-il pas représenté ? Alors, petite inexactitude, puisque le handicap mental est représenté aux Jeux paralympiques. Il est représenté dans 3 disciplines, le tennis de table, la natation sur 22, c'est ça, et l'athlétisme, sur 22, effectivement, sur 22 sports. Alors déjà, il faut savoir que c'est lié à l'histoire du handicap mental dans les Jeux paralympiques, puisqu'à l'époque, ils étaient présents dans plus de disciplines. Malheureusement, il y a eu tricherie à la classification en 2000. Comment ça ? Eh bien, des personnes qui n'étaient pas porteuses d'une situation de handicap mental se sont fait passer. Se sont fait passer ont passé les barrières de la classification. Et donc, il a été demandé à la Fédération internationale qui gère les athlètes en situation de handicap mental de revoir le code de classification pour ne plus finalement avoir ces formes de tricherie possibles, ce qui a permis le retour en 2012 des personnes dans 3 disciplines. Est-ce qu'à l'avenir, il pourrait y avoir plus de disciplines concernées ? C'est des perspectives, effectivement, de travail. Il y a plusieurs perspectives. C'est soit sur plus de disciplines, ça peut être une forme de plaidoyer. Actuellement, le plaidoyer de la France, c'est plutôt de dire qu'il faudrait diviser en 2 catégories les personnes en situation de handicap mental ou intellectuel, tout simplement parce qu'actuellement, par exemple, des personnes qui sont porteuses de trisomie ne sont pas en capacité de se qualifier, puisqu'elles ont souvent un surhandicap associé. Donc nous, on préférerait peut-être avoir 2 catégories de handicap, en tout cas de déficience mentale, pour permettre à des athlètes qui seraient porteurs de trisomie, donc avec un handicap associé, de participer. Et l'autre chose, c'est de travailler aussi sur la place des personnes en situation de handicap mental et intellectuel sur les Jeux d'hiver, puisque là, pour le coup, ils ne sont pas représentés aux Jeux paralympiques d'hiver. Il y a aussi la question de la vulnérabilité, parce que par nature, un sportif cherche la performance et le handicap représente une certaine vulnérabilité. Comment est-ce qu'on appréhende ça, ce lien entre performance et vulnérabilité ? Alors déjà, c'est propre à chaque sportif, c'est propre à chaque typologie de handicap. Donc nous, on essaie vraiment au maximum, et quand je dis nous, c'est vraiment tout l'écosystème du parasport, d'accompagner au mieux toutes les personnes qui vont être dans l'écosystème du sportif, que ce soit l'entraîneur, que ce soit les préparateurs physiques, que ce soit les coachs mentaux, de bien comprendre en fait la subtilité de différents handicaps. Et on va notamment avoir des handicaps où on va avoir l'impression qu'il n'y a simplement qu'un impact moteur sur la performance, et on va oublier qu'il y a aussi un impact neurologique, un impact mental, et que l'athlète, il ne va pas réagir de la même façon, qu'il peut avoir une hypersensibilité, et ça, c'est lié à certaines typologies de handicap. Donc, c'est vraiment un enjeu de sensibilisation, de formation des éducateurs pour appréhender cette singularité. Autre défi pour les parasportifs, celui du coût, parce que par nature, ils ont besoin parfois de prothèses, de jambes artificielles, de fauteuils. Comment ce coût est-il financé ? Quel défi cela représente ? Alors à date, ce coût, il est totalement absorbé par les sportifs. C'est-à-dire que chaque sportif paye sa prothèse Tout à fait, va payer sa prothèse. On va avoir effectivement le surcoût matériel, on peut avoir aussi du surcoût humain, puisque dans certaines disciplines, on va avoir un assistant sportif qui va permettre aux sportifs de pouvoir générer sa performance. Quel sport ? Dans la boccia, par exemple, dans le tir sportif, où on a des personnes qui ne peuvent pas charger leur arme tout seul. Donc, on a vraiment cet assistant en fait, qui est indispensable à la création de la performance. Bien évidemment, les guides en athlétisme, en tandem. Voilà. Donc, il y a comment, finalement, on rémunère aussi la présence de ces assistants aux côtés des athlètes. Tout ça, ce sont des réflexions qui sont en cours. Actuellement, sont réfléchies des améliorations dans la prise en charge des fauteuils de sport, mais également des lames de
course. Par qui ? Par l'État. D'accord. Voilà, par l'État pour vraiment compenser, mais pas nécessairement sur le haut niveau. L'idée, c'est aussi de comprendre que ce coût matériel ou ce coût humain, il va aussi s'opposer à l'entrée dans la pratique sportive des personnes en situation de handicap, Partout et c'est là où on France. doit agir. Et il y a aussi ce coût qui est porté par l'État, certes, mais aussi par parfois les sponsors. Est-ce qu'ils s'y mettent, les sponsors ? Il y a peu, Benjamin Davier, qui est un médaillé paralympique de biathlon, était l'invité de RCF Savoie-Mont-Blanc. Il a exprimé sa colère parce qu'il a reçu une cagette de pommes comme récompense à son podium cet hiver à des championnats du monde de paraski. Cagette de pommes. Alors, ce qu'a dénoncé Benjamin Davier est plus profond que ça. Effectivement, il y a le niveau de reconnaissance que reçoivent les athlètes paralympiques sur le circuit, et donc cette cagette de pommes qui remplace des primes quand on est plutôt sur le versant olympique. Mais il a aussi dénoncé le manque de professionnalisme du circuit de compétition. Et ça, c'est un vrai enjeu, c'est-à-dire qu'on a des athlètes qui se préparent comme des athlètes valides, qui s'entraînent au quotidien, et finalement, parfois dans certains sports, vont se retrouver embarqués dans des circuits de compétition qui ne sont pas suffisamment qualitatifs et qui ne sont pas à la hauteur en fait des sportifs de haut niveau qu'ils sont devenus. Donc c'est vraiment une revendication pour la structuration du mouvement paralympique dans les différents sports, et pas uniquement sur le temps des Jeux paralympiques. C'est aussi sur les circuits de compétition intermédiaires sur lesquels vont nos athlètes paralympiques, et on a besoin que ce professionnalisme des athlètes soit désormais présent dans tous les sports et sur tous les circuits de compétition. Marie-Amélie Le Fur, j'aimerais vous faire réagir à un tout autre sujet. On va parler de cinéma et du film d'Artus, un petit truc en plus. Lors de la montée des marches de l'équipe à Cannes, on a vu cette scène d'Artus qui a dû porter un comédien parce que c'était pas accessible. Le sujet de l'accessibilité, le succès aussi de ce film, est-ce que vous voyez une évolution du regard ? Oui, et peut-être pour faire un focus sur le film, pour nous, c'est des assets qui sont importants parce que c'est une façon de montrer le handicap autrement, d'en faire parler. Quand on le fait au travers de l'art, quand on le fait au travers du sport, finalement, on permet d'embarquer les Français parce qu'on est sur quelque chose qui est soit spectaculaire, soit qui est ludique. Et ça permet, je trouve, de passer des messages forts, de démontrer aussi qu'on a encore un grand pas à franchir vers l'accessibilité et vers l'inclusion. Mais on le fait de façon un peu ludique pour les Français. Je ne l'ai pas vu encore malheureusement, mais on a beaucoup d'échos, mais je n'ai pas eu encore l'occasion de le voir. Que vous avez énormément de travail à l'approche de ces Jeux paralympiques qui arrivent. Oui, c'est effectivement, l'emploi du temps est chargé, mais c'est important parce qu'on veut vraiment réussir ces Jeux. Réussir ces Jeux, c'est avoir une belle performance de la part de l'équipe de France. On souhaite doubler le nombre de médailles d'or par rapport à Tokyo. Oui, c'est ambitieux, effectivement, mais c'est ce qui nous permettrait de rentrer dans le top 8. Et surtout, on veut qu'il reste quelque chose de ces Jeux. On veut vraiment capitaliser sur ces Jeux pour obtenir un héritage durable pour la place des personnes en situation de handicap dans le sport, mais aussi tout simplement pour la place des personnes en situation de handicap dans notre société. Et on vous laisse à votre programme bien chargé. Alors un grand merci Marie-Amélie Le Fur d'être venue ce matin sur RCF, la présidente du comité paralympique français.